Depuis que la théorie quantique des champs a été inventée, les théoriciens ont toujours eu affaire à certains paradoxes qui sont liés à la nature continue de la théorie, au fait qu'elle comporte un nombre infini de degrés de liberté. On a rencontré cette difficulté une fois dans la question de l'énergie et de la charge associée à la mer de Dirac. N'est-ce pas? Donc l'énergie du fondamental qu'on appelle la mer de Dirac est en fait infinie. Si on a un espace vraiment continu, pour la rendre finie et donc gérable, il a fallu supposer que le nombre de vecteurs d'onde possibles était fini. On ne l'a peut-être pas mentionné, mais la même chose se produit, ou enfin le même problème peut se produire dans le cas d'un champ scalaire, puisqu'il s'agit ici d'oscillateurs harmoniques. Donc on a un nombre infini d'oscillateurs harmoniques. Avec un nombre infini d'oscillateurs harmoniques, l'énergie du fondamental, qui serait une demi h bar oméga par oscillateur harmonique, serait aussi infinie. Bon, pour ce qui est de l'énergie de l'état fondamental, c'est pas trop grave tant qu'on n'est pas en relativité générale, parce que dans toutes les autres branches de la physique, l'énergie est toujours définie à une constante additive près. Donc, tant qu'on redéfinit le niveau zéro de l'énergie correctement, on peut laisser tomber allègrement une correction, enfin un niveau infini d'énergie. D'accord? Cependant, quand on commence à s'intéresser à la gravité, on se rend compte que la densité absolue d'énergie est importante, surtout dans les questions relatives à l'expansion de l'univers, et donc le paradoxe reste entier dans ce cas-là. Bon, mais la question des divergences, donc des infinités, cependant, est arrivée de manière brutale quand on a voulu aller aux ordres supérieurs de la théorie des perturbations, donc en l'occurrence dans les diagrammes de Feynman qui comportent une boucle ou plus qu'une boucle. On a fait face à des divergences qui sont a priori insurmontables. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, souvenez-vous, donc, à chaque fois qu'on a une ligne interne dans un diagramme, on doit intégrer sur les quadrilles impulsions qui circulent dans cette ligne. Et lorsqu'on a une boucle, disons, dans un diagramme, eh bien, il y a une quadrille impulsion libre qui n'est pas déterminée par les lois de conservation qui existent au vertex. Et donc, cette intégrale ne peut pas être réalisée ou calculée à l'aide de fonctions delta. Et donc, c'est une intégrale qui demeure à la fin et qu'il faut faire. Et l'intégrant, lui, malheureusement, peut avoir un comportement tel que lorsque la grandeur de la quantité de mouvement, ou en fait de la quadrille impulsion tend vers l'infini, eh bien, l'intégrale va simplement diverger. C'est ce qu'on appelle une divergence ultraviolette, puisqu'elle se produit aux hautes énergies, donc aux grandes valeurs du vecteur d'onde ou du quadrille vecteur d'onde. Ces divergences ultraviolettes peuvent être plus ou moins sévères, mais la seule façon de s'en débarrasser est de procéder à ce qu'on appelle une régularisation, c'est-à-dire qu'il faut supposer d'une manière ou d'une autre que le nombre de vecteurs d'onde est fini, ou encore qu'il y a quelque chose qui se passe à des distances extrêmement courtes qui modifie par exemple les propagateurs de manière à ce que la divergence disparaisse. Bon, il y a plusieurs façons de procéder à ce qu'on appelle la régularisation, mais le but de cette procédure est de rendre les intégrales finies. Mais toutes les façons différentes qu'on a de faire la régularisation vont mener à la notion d'une coupure, c'est-à-dire une échelle d'énergie qu'on note généralement par la lettre lambda majuscule. Cette échelle d'énergie est, si vous voulez, la grandeur maximale du quadrille vecteur d'onde qu'on doit considérer. Bon, les détails ne sont en fait pas importants, et c'est ça qui est crucial ici. On pourrait supposer que l'espace-temps, par exemple, est défini sur une grille, donc l'espace et le temps ne sont pas continus, mais sont discrets. Si on utilisait une grille très rigide, évidemment, on perdrait bien sûr l'invariance de Lorentz, ce serait un peu choquant, mais peut-être pas tant que ça au fond. Mais il y a d'autres façons de rendre les intégrales finies que de supposer que l'espace-temps est défini sur une grille. Et l'important à la fin, c'est que la façon de le faire n'est pas cruciale. Mais
quelle que soit la façon de régulariser l'intégrale, elle va dépendre à la fin d'une certaine coupure lambda qu'on peut supposer fixe si on veut pour les fins du calcul. Et on aurait donc une intégrale qui dépend de manière plus ou moins sévère de lambda selon ce qu'on appelle le degré de divergence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand on intègre une fonction divergente, donc en intégrant, par exemple, l'intégrale de dx fois x à un exposant n, eh bien, si n est plus petit que moins 1, ben, l'intégrale est convergente. Si n est plus grand que moins 1, l'intégrale est divergente, mais plus ou moins selon la valeur de n. Donc, en fait, si l'intégrale diverge quand lambda, la coupure, tend vers l'infini, de manière comme une loi de puissance, donc lambda exposant zeta, on dira que, bon, que zeta est en fait le degré de divergence. Il peut arriver que zeta soit égal à 0, ce qui veut dire à ce moment-là qu'on a une divergence logarithmique, donc l'intégrale diverge comme le logarithme de lambda. Et si zeta est plus petit que 0, à ce moment-là, ben, l'intégrale est possiblement convergente. Il y a une façon superficielle de calculer ce degré de divergence, qui est une formule qui ne marche pas à tout coup, mais disons qui est minimale, donc qui dépend du nombre de fermions dans le diagramme, donc le nombre de pattes externes, je devrais dire, le nombre de fermions réels, et du nombre de bosons réels. Et donc, c'est donné, et en dimension 4 d'espace-temps, c'est simplement donné par 4 moins 3 demi f moins b. Et si ce zeta ici est plus petit que 0, alors l'intégrale est peut-être convergente, mais peut-être pas. Peut-être que le diagramme comporte des sous-diagrammes qui, eux, sont divergents. On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Par contre, si zeta est plus grand ou égal à 0, alors c'est clair que l'intégrale est divergente. Donc, en électrodynamique quantique, il y a 3 diagrammes importants, ou je devrais dire sous-diagrammes, qui sont divergents et qui ont chacun une certaine interprétation. Le diagramme A ici correspond, alors une fois il s'agit d'un sous-diagramme, on pourrait considérer que dans un sous-diagramme, un photon virtuel se scinde en une paire électron-positron qui se recombine ensuite dans un autre photon virtuel. Eh bien, ce diagramme représente ce qu'on appelle la polarisation du vide. Évidemment, va dépendre, bon, c'est pas évident, mais il va dépendre de lambda d'une manière qui diverge quand lambda tend vers l'infini. Pourquoi est-ce qu'on appelle la polarisation du vide? La polarisation intervient quand on applique un champ électrique. Bien sûr, le milieu se polarise. Donc, il y a des charges qui se séparent sur de très courtes distances en réaction au champ électrique appliqué. Eh bien, pourquoi est-ce que le vide serait-il polarisable? Eh bien, parce que il y a la possibilité de créer des paires électrons-positrons virtuels qui, sur des temps très courts, même si le processus ne conserve pas l'énergie, eh bien, ces paires vont physiquement séparer des charges positives et négatives lorsqu'on applique un champ électrique. Et donc, ça contribue à une certaine polarisabilité du vide. Curieusement, le vide est un milieu. Et cette polarisabilité, bien sûr, est liée aux effets quantiques. C'est quelque chose qui dépend du principe d'incertitude de temps-énergie, donc ce n'est pas classique, c'est clair. Mais ça existe, donc ça peut même se calculer. En fait, si on appliquait un champ électrique suffisamment fort sur des distances suffisamment grandes, on pourrait faire ce qu'on appelle une décharge dans le vide, c'est-à-dire qu'on pourrait, à partir de rien, créer des paires électrons-positrons qui ensuite seraient attirés par le champ électrique dans des directions opposées. Et ce serait possible de le faire uniquement, bien sûr, si sur une distance correcte, on pourrait avoir l'équivalent de l'énergie nécessaire pour créer la paire. Ça demanderait des champs tellement grands, bien sûr, qu'ils sont impossibles à produire en laboratoire. Sinon, l'appareil même qui les produit serait instable d'une certaine manière. Donc, c'est un peu curieux, mais c'est un effet qui a des conséquences mesurables, en fait, comme on le verra un peu plus loin. Donc, cette polarisation du vide est un diagramme divergent. Un autre diagramme important, c'est la self-énergie de l'électron. Donc, il s'agit ici de l'électron qui émet un photon virtuel, qui le réabsorbe par la suite.
Donc, c'est un diagramme ou un sous-diagramme. On a vu que ce sous-diagramme intervient, par exemple, dans des diagrammes d'ordre supérieur tout à fait légitimes et réels, de la même manière que la polarisation du vide intervient ici, et de la même manière que le troisième de nos diagrammes divergents va apparaître. Et le troisième, justement, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle la correction de vertex. Donc, ces diagrammes, parfois, sont un peu compliqués du fait qu'on a aussi l'invariance de jauge qui intervient et qui peut modifier le degré de divergence réelle, mais ils sont tous divergents de manière logarithmique et donc, si lambda était grand mais fini, on pourrait simplement vivre avec ça, mais comme on ne connaît pas la valeur de lambda, on est un peu embêté. Alors, l'idée qui est subséquente à l'idée de régularisation, c'est l'idée de renormalisation. C'est-à-dire qu'on va supposer que même si le diagramme est divergent, par exemple, on prend le diagramme à une certaine valeur de l'énergie, ça pourrait être par exemple la valeur, une valeur quelconque, un point qui pourrait correspondre, je ne sais pas, dans un sous-diagramme, ça pourrait être bien sûr la grandeur de la galerie impulsion du photon virtuel, mais ça pourrait être autre chose. Et on se trouve à fixer une certaine valeur ou une valeur de référence de cette impulsion virtuelle et soustraire par rapport à cette valeur. Autrement dit, on ne calcule pas le diagramme comme tel, mais sa différence avec une valeur de référence qui est définie à une quadrille impulsion différente. Donc, même si le diagramme, lui, est divergent en soi, en absolu, quand on le soustrait du même diagramme, mais à une valeur différente de l'énergie, eh bien, ça devient fini. Et bien, c'est ça la solution. C'est ce qu'on appelle un peu la renormalisation, ce qui nous permet de calculer, au fond, ces diagrammes. On se rend compte ensuite que en faisant ça, il y a un arbitraire, parce que quel est le point, quelle est la référence, quelle est la soustraction qu'on utilise? Eh bien, il se trouve que ça dépend très peu de ce point-là. Puisque la divergence est logarithmique, on a affaire à une correction qui dépend uniquement de manière logarithmique de cette coupure et donc ou du point de référence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est majeur, mais qui permet d'obtenir des résultats finis qui peuvent être de manière très surprenante, extrêmement précis. La première victoire de cette tactique a eu lieu vers 1947 et c'est l'œuvre de Hans Bethe, qui est un théoricien de premier rang, qui a fait des tas de choses en physique nucléaire, en physique des particules, en astrophysique. Bon, c'est lui qui a découvert le mécanisme de production d'énergie dans les étoiles. C'est lui qui, autrement dit, a découvert pourquoi les étoiles brillent, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Mais il a fait d'autres trucs, même en matière condensée. Il y a ce qu'on appelle l'Ansatz de Bethe, qui est assez connu pour résoudre certains modèles de manière exacte. Eh bien, il s'est attaqué au problème du déplacement de Lamb, qui est une observation qui a été faite l'année d'avant, qui stipule que le niveau d'énergie 2S1,5 de l'atome d'hydrogène n'est pas exactement égal au niveau d'énergie 2P1,5. J'en ai touché un mot lorsqu'on a parlé des niveaux d'énergie de la structure et de la structure fine de l'atome d'hydrogène à cause de l'équation de Dirac. Et donc, ce qu'il a réussi à calculer, au fond, c'est qu'il y a une différence d'énergie, il y a un déplacement de l'énergie de ces niveaux qui est dû à des processus de fluctuation comme ceci, d'émission et d'absorption de photons virtuels par l'électron de l'atome. Et il a réussi, donc, par cette procédure de renormalisation, à calculer ce déplacement. En particulier, bon, il y a une formule ici qui est assez obscure, puisque la constante K est une constante numérique qui vaut à peu près 13 dans le cas L égale 0, mais qui est beaucoup plus petite dans le cas L différent de 0. Mais si on fait la combinaison des deux et qu'on soustrait les déplacements liés aux deux niveaux, donc 2P1,5 et 2S1,5, on obtient une différence qui est en accord avec l'expérience, c'est-à-dire 1000 Hz. C'est donc la première réalisation de cette soustraction. Bon, ce programme de redéfinir donc les diagrammes en fonction de référence et d'ensuite de pouvoir envoyer la coupure lambda à l'infini, cette renormalisation, donc ça a été
inventé par plusieurs personnes indépendamment ou à peu près à la même époque. Donc, les trois physiciens qui ont eu le prix Nobel pour ça sont Richard Feynman, Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga, tout à fait indépendamment. En plus, un quatrième l'a fait. Il s'appelait Ernst Stückelberg, on en a déjà parlé. Donc, lui, il l'a publié avant les autres dans une revue scientifique en français en plus, donc en Suisse. Donc, ça n'a pas eu d'impact malheureusement, mais c'est à lui que pourrait revenir la priorité. Donc, cette procédure de renormalisation a pu donner un sens à la théorie des perturbations avec les diagrammes de Feynman jusqu'à un ordre arbitraire. Donc. Alors, ce qui permet de faire des prédictions vraiment précises. Donc, la théorie des perturbations, bien sûr, c'est un développement en puissance de alpha. Alpha, c'est la constante de structure fine. Ça vaut à peu près 1 sur 137. C'est petit. C'est donc qu'on peut aller à des ordres très élevés. En fait, on n'aurait pas besoin d'aller à un ordre si élevé pour avoir un résultat précis, puisque alpha est petit. Mais si les mesures sont très précises, ça permet de calculer très précisément, en allant en quelques ordres, les résultats théoriques et de les comparer aux résultats expérimentaux. Donc là, je vais maintenant parler du moment magnétique de l'électron qui consiste en fait c'est la quantité physique qui donne lieu à l'accord le plus important, le plus précis entre une quantité mesurée et une quantité calculée dans toute la science. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable. Donc le facteur G de l'électron, c'est ce facteur qui existe entre le magnéton de bord, mais avec la masse de l'électron, et le véritable moment magnétique de l'électron. Donc, c'est un facteur sans unité qui, selon la mécanique classique, disons, devrait valoir 1. Si l'électron est une boule uniforme qui tourne sur elle-même, une boule classique, G serait égal à 1. Mais l'équation de Dirac et les expériences dans les années 20, donc l'effet Zeeman, ont rapidement montré que le facteur G était 2 ou très proche de 2. Et l'équation de Dirac, comme on peut le voir ou qu'on l'a peut-être vu dans un exercice, prédit que G doit être égal à 2. Donc G sur 2 serait égal à 1, mais ce n'est pas exactement égal à 1. Donc on peut mesurer ce facteur de manière extrêmement précise par une expérience de résonance. Autrement dit, on fait circuler un électron dans un champ magnétique, donc il va adopter une orbite circulaire périodique avec une fréquence bien définie qui dépend du champ magnétique, et en même temps son spin va précesser, okay, aussi avec une fréquence qui dépend du champ magnétique et qui dépend du facteur G. Et donc, si il y avait une commensurabilité parfaite entre le spin et donc entre la précession du spin et la révolution de l'électron, on aurait en soi, on aurait toujours la même direction du spin lorsqu'il fait un tour sur lui-même. Il fait aussi un tour autour de son orbite. Mais ce n'est pas le cas parce que G n'est pas égal exactement à 2. Donc, il y a une petite précision que l'on peut mesurer de manière très précise. Et donc, dans ces expériences, la valeur qu'on a de G sur 2, une valeur récente, est donnée par cette expression aussi. Alors, notez le nombre de chiffres après la virgule. Ici, j'en ai 12. Et j'en ai même deux autres, mais avec une incertitude donc de 28 sur les deux derniers chiffres. Donc, on va dire que essentiellement, j'ai 12 chiffres après la virgule qui sont bien définis. Valeur extrêmement précise. Comme toutes les expériences de résonance, ça nous permet d'obtenir des valeurs très précises. Le premier à avoir calculé la correction à G sur 2, et la correction à G sur 2 vient, on peut le montrer de ce diagramme. Alors, je vous donne ici des informations qui ne sont pas, que je ne démontre pas, bien sûr, c'est plus un commentaire historique qu'autre chose. Donc, provenant de cette correction de vertex, Schwinger a calculé en 1948 que G sur 2 valait 1 plus alpha sur 2pi, ce qui vaut 1.001161,410. Donc, on a du moins ici quelque chose qui est pas mal. Du moins, les 4 premiers chiffres après la virgule correspondent à l'expérience. Maintenant, si on pousse la théorie des perturbations très loin, et le grand spécialiste de ça, c'est Toichiro Kinoshita. Il a
mener les calculs à des ordres de plus en plus élevés de la théorie des perturbations et a mené une équipe qui a maintenant calculé tous les diagrammes qui contribuent à ce G sur 2 jusqu'à l'ordre 10 en théorie des perturbations. Donc, alpha puissance 10, 10 vertex. C'est quelque chose. Alors, ça fait beaucoup de diagrammes. En fait, il y a 12 672 diagrammes de Feynman à l'ordre 10, sans compter ceux des ordres inférieurs à 10, qu'il faut calculer et sur lesquels il faut appliquer cette procédure de renormalisation. Donc, ce n'est pas rien. Et ça ne se fait pas sans une espèce d'appareil de gestion, là, un programme, une maintenance des données qui est assez exceptionnelle. C'est là qu'est toute la difficulté. Et si on fait ça avec la valeur de alpha moins 1 qui est ici, qui est une valeur obtenue d'autres moyens, par exemple l'effet Hall quantique, on obtient, même ça c'est une valeur assez précise, n'est-ce pas, mais toute valeur qui repose sur alpha, pour être précise, doit disposer d'une valeur précise de alpha, sinon l'incertitude sur alpha se propage. Et donc le G sur 2 qu'on obtient est égal à ça ici. Alors il y a plusieurs incertitudes qui se composent. Donc en fait, on a une incertitude qui est de l'ordre de 90 sur les deux derniers chiffres qui sont ici. Mais sinon, on a 1, 2, 3, 4, donc 12 chiffres après la virgule. Ça finit par 181. Ici aussi, ça finit par 181 si on arrondit avec ça ici. Donc, on a un accord à 12 chiffres après la virgule. C'est remarquable. C'est-à-dire que si la théorie... Une théorie ne peut pas être fausse quand on a un accord à 12 chiffres après la virgule. Ça se dit simplement. Donc c'est impossible que cette théorie soit complètement mauvaise, hein, extrêmement précise au contraire. Et donc, toutes les théories derrière l'électrodynamique quantique contribuent à cet accord spectaculaire à 12 chiffres après la virgule. Par exemple, la relativité restreinte. Si la relativité restreinte n'était pas correcte, si la vitesse de la lumière n'était pas indépendante du référentiel, etc., rien de cela ne pourrait être vrai. Hein? Donc, ça sert de confirmation, un paquet de fondements de l'électrodynamique quantique. Hein? Et donc, ça nous conforte dans la solidité de cette théorie et ça conforte bien des gens dans l'utilité de faire de la théorie quantique des champs, bien sûr. Ces 12 600 et quelques diagrammes, la plupart sont calculés numériquement, parce que les intégrales sont impossibles à calculer analytiquement. Peut-être quelques-uns sur les doigts de la main se comptent et peuvent être faits analytiquement, mais sinon, c'est aussi un triomphe du calcul numérique, si on veut. Cet accord est tellement précis qu'on pourrait retourner la table, si on veut, et se dire que maintenant, la principale source d'incertitude étant la valeur de alpha qui comporte une incertitude, on pourrait définir alpha de cette manière. Autrement dit, toute constante physique est définie par une mesure, donc par un accord entre expérience et théorie. Et donc, pourquoi ne pas se servir de cet accord pour redéfinir une valeur de alpha telle que l'accord soit le plus parfait possible, et donc on aurait une nouvelle valeur de alpha, comme ceci, qui est proposée par cet accord avec l'expérience. Donc, le triomphe de l'électrodynamique quantique. C'est le moment magnétique de l'électron. Une conséquence de ces divergences, si on veut, ou de cette dépendance en fonction de la coupure lambda, c'est le concept de constante de couplage variable. Donc, la charge de l'électron, qui est étroitement reliée à la constante de structure fine, apparaît dans le vertex, donc dans la force de l'interaction dans l'électrodynamique quantique. Et cette interaction, elle est en quelque sorte modifiée aux ordres supérieurs de la théorie des perturbations par toute une suite de diagrammes qui raffinent un peu la forme du vertex. Et on pourrait définir donc une espèce d'interaction effective qu'on pourrait appeler gamma, qui correspondrait et qui dépendrait bien sûr des quantités de mouvement, des pattes fermioniques qui sont là, et qui pourrait s'exprimer sur la simple base d'une invariance de Lorentz par une combinaison qui, bien sûr, a priori est égale à gamma mu, mais
qui pourrait contenir des corrections. Donc, il y aurait par exemple une fonction f1 de q carré, ça doit être un invariant de Lorentz, et une contribution sigma mu nu q nu, d'accord, qui est une autre possibilité. Et sigma mu nu, c'est simplement des commutateurs de matrice de Dirac. Et ces fonctions f1 et f2, qu'on appelle des facteurs de forme, peuvent être calculées en fonction de q carré, et ainsi de suite. Ce que l'on trouve, c'est que quand q augmente, eh bien, ça correspond à un renforcement de l'interaction, donc alpha augmente, alpha effectif, si on veut. Donc, on pourrait définir une espèce de constante de structure fine qui dépend de l'énergie de base ou de soustraction du processus. Et on peut montrer, donc, à l'ordre le plus simple de la théorie des perturbations, que c'est donné par ceci. 1 sur alpha à une certaine échelle d'énergie Q carré vaut 1 sur alpha à une échelle d'énergie Q0 carré moins quelque chose qui dépend du logarithme entre Q carré et Q0 carré. Autrement dit, Q0, ce n'est qu'une référence. Ici, on pourrait prendre Q0 comme étant la masse de l'électron, par exemple. Et on aurait donc effectivement une constante, on pourrait remplacer tous ces trucs par une constante de couplage, donc peut-être pas tous ces trucs, mais enfin ceci, par une constante de couplage alpha qui augmenterait en fonction de Q carré. Okay. On appelle ça un effet d'écran, et on peut l'expliquer de la manière suivante. Si on veut, disons, mesurer la charge d'un objet ponctuel comme un électron, eh bien, on pourrait, bien sûr, utiliser le théorème de Gauss. Donc, entourer l'électron d'une sphère, calculer le champ électrique autour. Là, c'est une expérience de pensée, bien sûr, et on aurait la charge au milieu, n'est-ce pas? Si, par contre, l'électron est dans un milieu polarisable, alors pensons à un milieu réel, de l'eau, par exemple, eh bien, l'électron se trouve à polariser le milieu autour de lui d'une manière de plus en plus forte à mesure que le milieu, on se rapproche de la charge. Là, j'ai mis un électron, ça pourrait être une charge positive. J'ai illustré une charge positive ici, hein, c'est pas important. Donc, cette charge positive créerait des dipôles qui sont de la polarisation du milieu. Et lorsque j'entoure le système avec une sphère de Gauss, eh bien, je me trouve à englober une charge qui est en réalité plus petite que la charge qui est située au centre, parce qu'elle est partiellement compensée par ces dipôles. Donc, j'ai ici une charge négative qui n'est pas compensée par la charge positive qui est juste à l'extérieur de la surface de Gauss que j'ai utilisée. Et donc, plus je prends une surface de Gauss petite, plus la charge au centre augmente. C'est cet effet de polarisation. C'est un effet physique quand on parle de matériaux, mais même si on parle de particules ponctuelles en l'absence d'autres atomes ou quoi que ce soit, il y a toujours cet effet quantique, n'est-ce pas, de polarisation du vide qui fait effectivement que plus on sonde la particule avec des petites distances, c'est-à-dire plus est sondée avec des petites distances, ça veut dire par exemple envoyer un projectile qui a une plus grande énergie et qui va être dévié à un angle plus grand, et donc on transfère de la quantité de mouvement, on utilise la transformée de Fourier, si on veut, on va aller chercher une espèce de visualisation de l'objet qui est plus fine en augmentant le transfert de quantité de mouvement vers cet objet, mais plus on fait ça, plus cette quantité de mouvement transférée augmente, plus on se rapproche de l'objet en quelque sorte, et donc plus on va sentir une charge qui est plus élevée. Et donc c'est le sens physique qu'il faut ajouter ou donner à cette variation de la constante de structure fine en fonction de l'énergie. Elle augmente en fonction de l'échelle d'énergie, mais très légèrement. Encore une fois, c'est une dépendance logarithmique qui n'a pas tellement d'influence sur les processus aux basses énergies, et donc où les effets courants ne sont pas affectés par ça. Dernier détail maintenant, la notion de théorie renormalisable ou non renormalisable. Il y a donc cette façon de soustraire les infinités. Elle est possible en électrodynamique quantique en raison d'une structure particulière de cette théorie. On dit que la théorie est renormalisable.
Ce n'est pas vrai de toutes les théories. Par exemple, si on écrivait une théorie de fermions de Dirac, où les fermions interagissent entre eux comme ceci, on appelle ça une théorie à 4 champs de Fermi, ou 4 Fermi si on préfère, où on a donc 4 spinors différents, donc psi bar psi, mais ça peut correspondre à des particules qui ne sont pas du même type nécessairement, donc ça pourrait être des électrons de spin différents, oui, mais ça pourrait être, par exemple, le cas classique, ce serait la théorie des interactions faibles de Fermi, qui comportait là-dedans des protons, neutrons, électrons, neutrinos, mais ça pourrait être de quarks, différents quarks et d'une même famille avec des électrons et des leptons correspondants. D'accord. Bon. 4 champs de Dirac. Eh bien, cette théorie n'est pas renormalisable. On peut montrer qu'il est impossible de procéder au même traitement de soustraction des infinités que l'on retrouve en électrodynamique quantique. En électrodynamique quantique, tout peut se ramener à ces 3 diagrammes divergents, en fait. C'est ça le truc. Okay? Et ces 3 diagrammes divergents peuvent être utilisés pour redéfinir certaines quantités, comme donc la charge électron peut être renormalisée, sa masse peut être renormalisée. Ici, on dirait qu'au fond, c'est la normalisation même du champ électromagnétique qui pourrait être changée, donc c'est des détails. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objet du cours, mais dans une théorie comme celle-là, c'est impossible à faire. Et c'est lié au fait que cette constante lambda qui multiplie ce terme dans un Lagrangien d'interaction a des unités qui sont des unités en fait d'une longueur au carré dans ce cas-ci. Bon, l'unité d'une surface. Alors, voyons voir, comment détermine-t-on les unités? Donc, c'est ça, cette petite parenthèse. Comment détermine-t-on les unités des différents champs? On sait que l'action a les unités, n'a pas d'unité. En fait, c'est les unités de h bar, et h bar est égal à 1 dans notre système. Donc, l'action n'a pas d'unité. L'action est une intégrale sur l'espace-temps d'une densité lagrangienne. Donc, par exemple, si on considère, disons, le champ scalaire. Le champ scalaire a une densité lagrangienne qui comporte, par exemple, dérivée de phi fois dérivée de phi. Et donc, on a aussi une intégrale. Alors, je vais l'écrire ici. J'aurais dû l'écrire auparavant. On aurait quelque chose comme ceci. On aurait une intégrale d4x. On a quelque chose comme ceci dans l'action. Dérivée de phi comme ça. Bon. Alors, la mesure d'intégration ici a les unités d'une longueur à la 4. On est en 4 dimensions. Les dérivées ont les unités d'une longueur inverse, chacune. Et donc, pour que le total ici n'ait pas d'unité, eh bien, il faut que le champ phi ait les unités d'une longueur inverse. C'est comme ça qu'on détermine les unités du champ phi. Si on fait le même exercice avec le champ électromagnétique, on trouve la même chose. C'est un boson, il va avoir une action qui ressemble un peu à ça, au sens, quand on la décompose en mode. Donc, même chose, les unités du champ électromagnétique sont les unités d'une longueur inverse. Donc, j'aurais pu l'ajouter à ma liste ici. Donc, les unités du champ électromagnétique, longueur inverse. Si on fait le même exercice pour le champ de Dirac, eh bien, ça ressemble à ça, c'est quadratique, mais il y a une seule dérivée, pas 2 dérivées. Et donc, ça nous mène à la conclusion que le champ de Dirac devrait avoir les unités de longueur à la moins 3,5. Comme ça, quadratique en champ de Dirac fait L moins 3, on ajoute une dérivée, ça fait L moins 4. On intègre ici, donc ça fait L à la 4. Au total, ça fait L à la 0, donc pas d'unité. Donc, s'il y a les unités de L à la moins 3,5, par exemple, si on considère le Lagrangien d'interaction en électrodynamique quantique, qui a cette forme, on se rend compte que psi bar, c'est L à la moins 3,5. Ici, L à la moins 3,5, ça fait donc L à la moins 3. A mu, c'est L à la moins 1, ça fait L à la moins 4. Donc, vu qu'on intègre ici, la constante qui est devant n'a pas besoin d'avoir d'unité. C'est une constante sans unité. E, la charge de l'électron, en fait, on sait que E carré sur 4pi est égal à la constante de structure fine, qui n'a pas d'unité, donc c'est bien.
Et c'est lié étroitement au fait que cette interaction mène à des diagrammes de Feynman, à une théorie qui est renormalisable. Alors qu'ici, dans cette interaction un peu curieuse, chacun des facteurs psi a les unités de L à la moins 3,5, ça fait donc L à la moins 3 fois 2, donc exposant 2, L à la moins 6 au total, fois L à la 4 à cause de l'intégrale, ça fait L à la moins 2. Donc, pour que ça n'ait pas d'unité, il faut que lambda, la constante qui est ici, ait, pour compenser les unités de L carré, les unités d'une longueur au carré d'une surface. Et ça n'est pas renormalisable. Bon, on va terminer avec une explication un peu plus profonde. On va se ramener à notre petit modèle de bille qu'on a défini au début du chapitre qui porte sur le champ scalaire. Et on a pris la limite continue de ce modèle à un moment donné. Et on avait les déplacements ici, si vous vous souvenez bien, une différence de déplacement, parce que j'ai des espèces de ressorts qui lient les billes adjacentes. Cette différence de déplacement, pour prendre la limite continue, on l'a remplacée par le pas de réseau, donc la distance entre les billes, fois une dérivée de U. Et de cette manière, et en plus, on a changé la somme sur les billes en une intégrale sur x dans la limite continue, donc dx sur a est équivalent à la somme quand on intègre, et on a introduit le champ phi qui est défini comme racine de mu sur a fois u, qui est ce déplacement. Et donc, en fonction du champ phi, toute trace de a a un peu disparu, surtout qu'on a défini une vitesse que je devrais écrire ici, une vitesse de la lumière, pardon, qui était égale à gamma majuscule fois a. Et je vous rappelle que gamma majuscule était ici la constante, non pas la constante, mais la fréquence caractéristique des ressorts interbilles. Bon, alors admettons, donc ça a fonctionné, on a déjà tout fait ça, mais supposons qu'on avait voulu être plus précis d'une certaine manière, on avait voulu rendre ou remplacer cette différence finie, non pas seulement par un développement de Taylor au premier ordre, mais inclure une correction à l'ordre supérieur. Donc un terme de plus, finalement, qui se serait pointé dans le Lagrangien. En fait, plusieurs termes de plus, parce que normalement, cette dérivée apparaît, cette différence apparaît au carré, donc on aurait eu ça au carré. Donc on aurait eu non seulement une dérivée au carré, mais on aurait eu une dérivée seconde au carré ou un produit d'une dérivée simple avec une dérivée seconde, et ainsi de suite. Bon, alors si on avait fait ça, on aurait eu, par exemple, ce terme qui serait intervenu. Donc le gamma carré, c'est encore une fois cette constante de ressort divisée par la masse. En fait, c'est la fréquence au carré. On aurait eu cette fois un a cube. Le a cube, à cause de l'intégrale, serait devenu un a carré. Et le gamma carré a carré serait devenu c, tout simplement. Mais en retournant à phi au lieu de u, j'aurais eu un facteur a qui serait apparu ici, parce que j'ai deux facteurs de phi, donc j'exprime u en fonction de phi, j'inverse ce truc-là, ça me ferait apparaître un facteur racine de a deux fois, donc a. Et donc, dans la limite continue, a tend vers 0. Donc, si a tend vers 0, toutes les autres quantités étant fixes, autrement dit, on fait tendre a vers 0, mais on garde c constant. On fait tendre a vers 0, mais on garde le rapport mu sur a constant de manière à ce que phi soit bien défini. Enfin, c'est comme ça qu'on prend la limite continue. Mais si on fait tout ça, il reste que ce terme supplémentaire devient nul. Donc, le terme qu'on a rajouté ici est ce qu'on appelle sans importance, on dirait non pertinent. Imaginons cependant qu'il ait survécu. C'est-à-dire que même en prenant la limite continue, même si A tend vers 0, il y avait une autre constante devant. Donc, supposons que ce terme n'était pas strictement originaire de ce développement, mais il y avait une autre source. Et il y avait donc peut-être une constante ici que j'ai pas écrite, et donc cette constante serait multipliée ici, et que cette constante est tellement grande que même quand A tend vers 0, le terme demeure, curieusement. Eh bien, c'est ce genre de terme
qui correspond à ce qu'on appelle des interactions non renormalisables. Si on regarde la dimension, on pourrait faire un calcul avec le champ scalaire. Si je mets une dérivée d'ordre trop élevé dans l'action du champ scalaire, eh bien, avec les dimensions de phi qui sont là, ça me donnerait une constante en avant qui devrait avoir des unités qui seraient les unités de la longueur à une puissance positive, exactement comme ça ici. Okay. Ce serait un grave problème. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas naturel. Ce ne serait pas naturel d'avoir ici quelque chose qui apparaît avec une constante, un préfacteur énorme, tellement grand que même quand on prend la limite A tend vers 0, ça survit à nos échelles d'énergie à nous. Et c'est pour ça que ces termes-là sont négligés, sont en fait à proscrire. Et en fait, si on devait garder un terme comme celui-ci, on devrait garder tous les termes suivants qui viendraient de dérivés d'ordre encore plus grand. On aurait une infinité de constantes dans la théorie. Alors, on ne veut pas une infinité de constantes dans la théorie. Donc, si on a une infinité de constantes ou un trop grand nombre de constantes ou de paramètres dans une théorie, on a perdu complètement le pouvoir de prédiction de la théorie. Le pouvoir de prédiction d'une théorie est limité par le nombre de paramètres dans cette théorie. Si on en a trop, on manque d'expérience pour les fixer. La prédiction d'une théorie vient du fait qu'on a eu suffisamment d'expérience pour fixer les paramètres indispensables de la théorie et qu'on peut faire des prédictions à l'aide de ces paramètres. Si on a un nombre très grand de paramètres, alors là, ça n'a plus de sens. Donc, l'absence de caractère renormalisable d'une théorie est aussi étroitement liée au fait qu'on a un petit nombre de paramètres. Voilà, c'est en fin de compte l'interprétation à donner à cette procédure de renormalisation et ne vous en faites pas trop, c'est un point culturel pour le cours, ce n'est pas une matière importante. Ce qui va revenir essentiellement plus tard dans les chapitres ultérieurs, c'est cette notion de renormalisabilité avec la dimension des constantes de couplage. Ça va revenir, ça va être évoqué, mais tous ces détails sont plus culturels que techniques matière à examen, par exemple. Donc voilà.